Bonjour et bienvenue à la Journée bleuette du Saguenay-Lac-Saint-Jean, édition 2025. Mon nom est Pierre-Olivier Martel, je suis conseiller en horticulture fruitière au ministère de l'Agriculture, Pêcherie et de l'Alimentation du Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je vais être votre animateur pour la journée. On est vraiment content de la participation cette année. Vous êtes plus de 170 participants aujourd'hui. On ne bat pas un record, mais c'est vraiment une grosse année de participation. Merci de vous être déplacés. On va tâcher de ne pas vous décevoir. Dans la production du bleuet, comme en agriculture en général, les sujets à explorer sont nombreux. Chaque année, le comité organisateur tente de trouver un équilibre entre les enjeux et les nouveautés qui touchent l'industrie. On ne peut pas parler de tout, mais on cherche à rester en phase avec vos préoccupations, avec vos aspirations. Vu la participation aujourd'hui, le signal qu'on reçoit, c'est qu'on ne devait pas être trop dans le champ. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de pollinisation, de pratiques agricoles, de mouches du bleuet, de commercialisation, de tables filières et plus encore. On espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer. Avant de débuter, je tiens à remercier les partenaires de l'événement. Alors, merci au Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, au réseau Agri-Conseil, au Club Conseil Bleuet, à Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Bleuet-Mistassini, à Bleuet Sauvage du Québec, à Congélerie L'Héritier et à Congélation Grand Bleu, qui ont tous contribué monétairement ou via le comité organisateur. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée. Donc, pour la première présentation, ça fait toujours un peu drôle de se présenter soi-même, mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est moi le premier conférencier. Donc, je vais y aller avec le bilan de la saison. On va faire un petit retour en arrière là, pour parler de ce qui s'est passé au niveau de la dernière saison, puis on va parler aussi de quelques sujets d'actualité. Donc, voici le contenu de ma présentation. Il va y avoir le bilan de saison. On va ensuite parler des maladies fongiques. On va parler des conditions météorologiques, maladies fongiques, insectes ravageurs, la pollinisation, la récolte. Ensuite de ça, dans un sujet qu'on va pousser un peu plus, ça va être au niveau de la mouche du bleuet, la biosécurité. Et je vais vous présenter, je vais vous parler en fait de l'entente MAPAC, Société du Plan Nord, qui peut être quand même très intéressante pour certains d'entre vous. Donc, allons-y avec le bilan de saison. Si vous vous souvenez, le couvert neigeux n'était pas épais l'hiver dernier. Heureusement, les températures sont demeurées assez douces là, durant l'hiver, donc il n'y a pas eu tellement de gel hivernal, en tout cas très peu. La fonte de la neige s'est commencée très tôt, là, dès le début du mois de mars, la fonte était pas mal bien entamée, de sorte qu'au début d'avril, il n'y avait pratiquement plus de neige là, dans les champs. La photo que là, je l'ai prise l'an dernier, le 7 mars. Ça veut dire une semaine là, par rapport à aujourd'hui, c'était dans la friche. Au niveau des conditions météo, c'est sûr que ça en est suivi, après la fonte rapide, ça en est suivi un départ de saison fulgurant. Le débourrement des plants en production a commencé vite. Le départ, la végétation a aussi parti rapidement, ce qui a fait que les travaux, la période pour réaliser les travaux au champ était passablement écourtée. On parle principalement de la fauche, puis de l'application des pesticides. Au niveau de la pollinisation, l'arrivée des pollinisateurs a été décalée pour certains, étant donné que la floraison était très hâtive. Il y en a ceux qui ont pu ont fait devancer les livraisons de pollinisateurs, donc quand c'était possible. 2024 a été l'été le plus chaud jamais enregistré au Québec. C'est un été qui a été marqué par le phénomène El Niño. Les températures au Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient de 3,2 degrés au-dessus de la moyenne. En fait, les températures moyennes quotidiennes ont été de 3,2 degrés au-dessus de la moyenne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un été très chaud. Puis une période sans gel très longue. Vous allez voir, ça a affecté les conditions de culture. Au niveau des précipitations, au mois de mai-juin, ça a été quand même pas mal. Jusqu'à, disons, autour du 24 juin, c'était quand même bien.
Les précipitations étaient régulières et assez abondantes là, pour répondre aux besoins de la plante. À partir autour du 24 juin, ça a commencé à se corser. Moins de précipitations. En juillet, on était nettement en bas des normales. Et puis au mois d'août aussi, là, il y a eu moins de précipitations que la moyenne. Le tableau que je vous présente là, c'est pour les données. Là, ils nous viennent de la station de la ferme de Normandin, de la ferme expérimentale de Normandin. Les plants de bleuets ont souffert du manque d'eau dans certains secteurs. En fait, en langage scientifique, on dit qu'ils ont subi une contrainte au prélèvement en eau. L'équipe de Carl Boivin, de l'IRDA, avec un appareil qu'on appelle TDR, ont réussi en fait, ils ont recensé les journées où les plantes étaient plus capables d'aller chercher l'eau tellement le sol était sec. Donc, ce que je vous présente ici, là, c'est 6 des stations qui ont installé, mais en tout, il y en avait 32. Donc, vous voyez, là, le code de couleur est assez simple. Vert, tout va bien. L'eau est assez disponible pour la plante. Quand ça devient jaune, bien, ça commence à être un risque de contrainte possible au niveau du prélèvement en eau. En rouge, bien, le risque est très élevé. Puis en rouge foncé, bien, on tombe dans l'extrême. Donc, pour les stations de Falardeau, Saint-Honoré, ça a bien été. Là. Les deux en bas, vous voyez qu'il y a eu de l'eau, c'était suffisamment abondant puis fréquent pour répondre aux besoins de la plante. Le site de la Marche est un peu particulier. Lui, il est irrigué, mais quand même, vous voyez qu'on est dans le vert partout. Pour l'Adoré, Albanel, Saint-Eugène, Sainte-Jeanne d'Arc, là, en fait, c'est ça, il a manqué d'eau pendant une bonne partie de la saison, du mois de juillet et août. Quand ce manque d'eau-là arrive au moment du grossissement des fruits, bien, on peut s'attendre à ce que ça affecte les rendements. Donc, il y a eu probablement un effet là, de sécheresse l'été dernier. La chaleur, puis le temps sec, si on veut, ont eu des effets au niveau des maladies fongiques, des insectes ravageurs. Au niveau des maladies fongiques, ben, on le devine, là, les champignons, ça aime l'eau, donc ils ont été plutôt défavorisés. Donc, tant mieux pour nous. La pourriture sclérotique n'a pas rencontré en fait les bonnes conditions pour se développer au moment de la floraison. Les taches foliaires, ben, les traitements fongicides ont été suivis d'une période sec, donc ils ont été très efficaces. Pour l'oïdium, c'est un peu différent. C'est un champignon pathogène qui aime l'humidité, mais il n'aime pas la pluie, parce que la pluie le lessive. Donc, juste une rosée, c'est suffisant pour qu'il se développe. Puis, l'oïdium, lui, il a rencontré des conditions favorables à son développement dans beaucoup de secteurs. Donc, plus qu'on est habitué de voir. Fait que c'est quand même une maladie qui va être à suivre de plus près dans les prochaines années. Au niveau des insectes, c'est sûr que, on l'a dit, là, une période sans gel prolongé, ça les a plutôt favorisés de leur côté. La livrée des forêts était bien visible cette année. Elle est en fait, elle était au sommet de son cycle de son cycle naturel. Et puis, il y en avait vraiment beaucoup. C'est un insecte qui se nourrit normalement principalement de feuilles de trempe, de bouleaux, de saules. Mais quand elle est à court de ressources, là, comme on a vu l'année passée, ben, elle n'hésite pas à se nourrir de jeunes pousses de bleuets en végétation ou de feuilles de bleuets. On évalue les dommages à une centaine d'hectares en région l'an dernier à cause de la livrée des forêts. La tentraide, c'est une autre chenille, a été aussi très présente, quoique moins que la livrée des forêts. La drosophile, elle tachetée, la mouche du bleuet ont aussi été affectées par la température. Je vais vous en parler dans les prochaines diapositives. Donc, je vous prends un moment pour vous parler de la drosophile. C'est un insecte dont on a parlé dans les journées bleuets précédemment. C'est une mouche à fruits, en fait, qui ressemble un peu à celle qu'on voit dans nos maisons, là, surtout au mois d'août, là, autour des paniers de fruits puis tout.
Sauf que celle-là, cette mouche à fruits-là est originaire d'Asie. La première mention a été en Californie en 2008. Donc, elle a fait son entrée en Amérique du Nord en 2008. Puis, dès 2012, on commençait déjà à la trouver au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une dispersion très rapide. Donc, c'est une mouche qui est capable de s'attaquer aux fruits en mûrissement, là, contrairement à la mouche à fruits commune qu'on connaît. Celle-là est capable d'aller percer dans des fruits qui sont sains à cause de son ovipositeur qui a des petites dents. Ensuite de ça, c'est une mouche qui a un haut taux de fécondité. La femelle peut pondre jusqu'à 600 œufs, puis son cycle de reproduction est sur 21 jours. Donc, à partir entre l'œuf et la mouche, il y a 21 jours. Donc, elle peut faire plusieurs générations dans une saison. Puis, elle a peu d'ennemis naturels ici en Amérique du Nord. Entre 2013 et 2018, on avait un réseau pour suivre la drosophile à LTHT. C'était pour évaluer les dommages, documenter sa présence. On s'est rendu compte après ces années-là, que le climat favorable le climat régional semblait la défavoriser. On n'avait pas nécessairement une période sans gel assez longue pour qu'elle fasse assez de générations pour qu'au moment de la récolte, là, il y ait des dommages importants, si on veut. Puis en plus de ça, ça c'était nos observations par rapport au dépistage. Puis il y a eu aussi en parallèle un projet de l'Université Laval de M. Corrad Cloutier, qui est venu un peu confirmer ce qu'on observait. Les dommages étaient limités en bordure, c'est ce qu'ils ont trouvé, qui était surtout observable en fin de récolte. Et puis, il concluait en disant que la drosophile à LTHT était là pour rester, mais que ça restait quand même important de faire un suivi. Donc, il venait confirmer nos observations, puis on a dû revoir nos priorités avec l'arrivée de la mouche du bleuet. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, là, je parle bien de la mouche. La drosophile à LTHT, il ne faut pas la confondre avec la mouche du bleuet. Celle-là, c'en est une autre. Là, je vous présente ici les lignes de couleur que vous voyez. Là, je suis capable de pointer ça. En tout cas, en fait, vous voyez les lignes là, de couleur. Ça, c'est le dépistage qu'on a fait en 2013 et 2018. Le patron était sensiblement pareil là, à chaque année. On commençait à faire des captures au début du mois d'août. Ça commençait à augmenter tranquillement au moment de la récolte, mais à des niveaux quand même assez bas pour ne pas causer de dommages. Et puis, on atteignait un pic là, plus tard en septembre, fin septembre, puis au mois d'octobre, vraiment être à son apogée. Mais à ce moment-là, la récolte était terminée. Donc, elle ne nous causait pas nécessairement de problème. Nous autres, le dépistage s'est terminé en 2018, je vous l'ai dit tantôt, mais heureusement, il y avait quand même du dépistage qui s'est fait en région via le groupe Bleuet Sauvage du Québec. Ils ont conservé quelques pièges, eux autres, en collaboration avec le Club Bleuet. Ça a été très utile cette année là, pour voir un peu comment est-ce qu'elle se comportait dans une année plutôt anormale, là, point de vue température. Ça a été quand même... ce qu'on a vu, c'est des niveaux de capture qui étaient semblables à ceux du sud du Québec, où ils ont quand même des gros problèmes avec la drosophile cette année, même toutes les années. Donc, dès le premier relevé, le 12 juin, on avait déjà 11 mouches, 11 drosophiles en moyenne par piège. Ensuite de ça, ça a monté à 57. Ça a varié légèrement. On n'a pas un gros échantillonnage, comme je vous ai dit, mais quand même, on voit qu'on était vraiment hors norme là, par rapport à ce qu'on était habitué de voir dans les autres années. Donc, la drosophile à LTHT, c'est ça. Les dates d'arrivée, les niveaux de capture cette année étaient comparables à ceux du sud du Québec. C'est que je voyais hier là, vraiment les résultats qu'ils ont eu à Oka puis à Victoriaville, tout ça. Les dates étaient semblables, les niveaux de capture, ça ressemblait à chez nous. La situation risque d'évoluer, particulièrement lors d'épisodes d'hiver doux et d'été chaud. Donc, il va falloir rester alerte là, quand même. C'est un insecte qui est à prendre au sérieux. Il affecte grandement les rendements et la qualité des fruits. Puis, pour vous dire un peu de quoi ça a l'air des fruits affectés, c'est des fruits qui ont l'air mouillés, en fait, qui ont dit qu'ils sont mouilleux. Ils ont un temps de conservation court. Le taux de perte est beaucoup plus élevé. C'est des fruits mous. Donc, c'est quand même important de rester alerte, là, autant au niveau des producteurs que des transformateurs là, pour les années à venir.
Je vais prendre un peu de temps aussi pour vous parler de la mouche du bleuet. Là, c'est le dernier insecte que j'ai à vous parler. Je ne veux pas vous décourager un matin. Au niveau du réseau de surveillance, on l'a remis en place cette année en collaboration avec AgriVert et le Club Conseil Bleuet. Le réseau comptait 35 sites répartis sur l'ensemble du territoire. 638 pièges relevaient chaque semaine du 10 juin au 2 août. Toutes les zones de production au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont suivies. C'est sensiblement tous les mêmes sites qu'on suit depuis le début, là, depuis 2020, où on va se réinstaller à chaque année. Donc, ça nous permet vraiment de voir la progression de la mouche. Bon. Puisqu'une image vaut 1000 mots, je vous présente les totals de capture en 2021 et 2024. Vous voyez que 2024, en fait, on était vraiment beaucoup plus de captures là, cette année. On a attrapé 5 fois plus de mouches en 2024 qu'en 2023 dans le même réseau. Et puis, en fait, on a attrapé 2 fois plus en 2024 que toutes les autres années réunies. On a aussi remarqué qu'elle était un petit peu décalée. On a commencé à faire des hauts niveaux de capture plus tôt au mois de juillet. Comme pour les autres années, c'est à Dolbeau-Mistassini qu'on en trouvait le plus, avec 2429 mouches. C'est suivi là, par Albanel et Sainte-Jeanne-d'Arc, donc on voit qu'il y a quand même un point chaud là, dans le secteur. Il y a eu une nouvelle municipalité qui s'est ajoutée cette année dans des municipalités positives, si on veut, avec la Brec. Une seule mouche, mais quand même, ça nous dit qu'elle est rendue là. Donc, je trouvais ça important de faire un ratio du nombre de mouches par piège par semaine parce qu'il n'y a pas le même nombre de mouches, il n'y a pas le même nombre de pièges dans toutes les municipalités. C'est sûr qu'on a mis plus à Dolbeau-Mistassini parce qu'on savait qu'il y en avait plus là. Mais quand on ramène ça, quand même, on fait une moyenne par piège. C'est quand même dans cette ville-là qu'on en trouve le plus, avec une moyenne de 3 mouches par piège par semaine. Et puis, mais on voit quand même que Sainte-Jeanne-d'Arc est tout près. Là, on était à 2,5 mouches. Il y avait quand même des très hauts niveaux de capture à Sainte-Jeanne-d'Arc cette année. Il y a dû y avoir des traitements aussi là d'ailleurs. Ensuite de ça, les autres là, qui suivent, c'est Albanel et Normandin, Saint-Eugène. Donc, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour 2025, les activités du réseau de surveillance vont continuer avec les 35 sites. Par contre, on recommande le dépistage sur l'ensemble des entreprises, l'ensemble des bleuetières de la région. À partir de ça, vos conseillers vont être à même de vous faire une recommandation si vous devez ou pas traiter. Puis, si vous n'en trouvez pas ou très peu, ça sera tant mieux pour vous. Mais comme on dit, un gars ou une fille avertie en valent deux. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Les efforts de biosécurité, il faut que ça se poursuive. C'est le seul moyen qu'on a pour limiter sa progression. Puis on vise l'adoption des bonnes pratiques sur l'ensemble des bleuetières de la région aussi. Je vais revenir un peu plus tard à la biosécurité. Bon, là, maintenant, assez parlé des insectes qu'on n'aime pas, on va parler un peu de ceux qu'on aime. Au niveau des pollinisateurs, en 2024, il y a eu 23 000 ruches qui ont été utilisées pour la pollinisation. On parle de 12 200 quads et 12 300 gallons de mégachil. En fait, ça, c'est par année, là, le nombre de ruches louées. On voit qu'il y avait quand même une tendance à la hausse jusqu'en 2021 environ. 2022, moi je me trompe, je pense que c'est la grosse année de Varroa, c'est ça? Du coup, grosse année de Varroa, là, il y avait moins de disponibilité de ruches, ça a diminué, mais en 2023-2024, on voit que ça se tient quand même bas là, au niveau des locations. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance nette, là, mais ça semble aller en diminuant au niveau des locations de ruches. Par contre, c'est compensé par les achats de quads de bourdon qui, eux, sont en augmentation. Là, la tendance est nettement à la hausse. Là.
en 2024, on disait 12 200 quads loués. Pour les mégachilles, c'est assez stable. Ça varie beaucoup là, en fonction de la disponibilité. C'est les conditions de l'Ouest qui gèrent ça pas mal. Puis plus il y en a disponible, moins le prix est haut. Donc les gens prennent plus ces années-là. Mais on n'a jamais vu de grosse augmentation au niveau des mégachilles. Je vous parle un peu de la récolte maintenant. La récolte du Québec, comme tout le reste, a été devancée. Là. On parle des premières bleutières ont commencé à récolter le 24 juillet, 24 juillet 2024. Date extrêmement hâtive. Puis la récolte totale est de 95,5 millions de livres pour le Québec. Dans les autres provinces, puis au Maine, ils ont eu quand même des assez bonnes récoltes. Sauf pour la nouvelle... en fait, la Nouvelle-Écosse, on parle de 38,5 millions de livres. Nouveau-Brunswick, 54. Île-du-Prince-Édouard, 20,5 millions de livres. Puis le Maine, 89 millions. Donc, pour eux, c'est quand même des bonnes récoltes, sauf pour la Nouvelle-Écosse, qui, comme on le voit ici, sont en bas de la moyenne. En Nouvelle-Écosse, il semble que les rendements étaient très variables. Ils ont eu quand même une belle année pour la production, mais les fruits n'étaient pas là. Puis ils semblaient attribuer ça plutôt aux conditions de culture de 2023 qui auraient affecté la végétation. Peut-être un surplus d'eau à ce moment-là. Donc, je vous avais dit que je vous parlerai un peu de biosécurité. C'est un sujet qui est assez récurrent, mais je pense qu'on ne tapera jamais assez sur le clou. Ça fait une dizaine d'années, en fait, qu'on parle de biosécurité. Si vous vous rappelez, les premières pancartes qu'on distribuait, c'était pour interdire l'entrée de fruits sur les bleutières. Je pense que ça, c'est encore valide. C'est toujours mieux de laisser ça à l'extérieur. Mais maintenant, on parle plus de la terre, tous les résidus végétaux. En fait, je le dis ici, le transport de fruits, de terre, de tissus végétaux entre les entreprises, ça, c'est vraiment à éviter. On y trouve potentiellement des pupes d'insectes, des graines de mauvaises herbes puis des champignons pathogènes. On a beaucoup parlé de la mouche du bleuet. C'est sûr que c'est le meilleur moyen de limiter sa propagation, c'est la biosécurité, un bon nettoyage des machines, des faucheuses, des pneus de camion, tout ça. Par contre, il ne faut pas oublier non plus qu'on ne fait pas rien que ça pour la mouche. Là. Les graines de mauvaises herbes, c'est comme ça que ça se promène, les champignons pathogènes. Les autres insectes aussi, ceux qu'on ne voit même pas venir actuellement, mais qui peuvent se propager de cette façon-là. Avec l'augmentation des échanges commerciaux et le réchauffement du climat, ça devient incontournable. On en parle dans pratiquement toutes les productions aujourd'hui. Donc, ça, c'est un aperçu de ce qui se trouve dans le dentier de votre récolteuse à bleuets. Ça peut être aussi sur votre faucheuse, dans les pneus de votre camion. Des pupes de mouches du bleuet qui peuvent être transmises comme ça. J'ai mis, en fait, en haut, c'est des feuilles qui sont affectées par un champignon pathogène. Celui-là, c'est l'anthracnose. Ce n'est pas une maladie qu'on parle beaucoup, mais compte tenu des ravages que ça fait dans le bleu en corin, peut-être qu'on est juste chanceux. Là, c'est aussi bien de se prémunir contre ça par la biosécurité. Je vous présente, en fait, totalement à droite, vous avez la panique capillaire que vous connaissez, une mauvaise herbe qui se transmet par le vent et par l'humain. Puis celle au centre, là, en bas, c'est la fétuque capillaire ou la sheep fescue qu'ils appellent, très présente dans les maritimes. C'est une mauvaise herbe extrêmement coriace. Qui se contrôle très difficilement, même avec des herbicides. Celle-là, on ne la veut pas. Puis, compte tenu qu'on peut acheter ça dans un centre jardin, puis on peut même faire venir des semences par Internet, ce ne serait pas surprenant qu'un jour, elle se rende ici. Donc, c'est important, la biosécurité. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air aussi. Là, déjà, celui-là, c'est assez convaincant. Là, on parle vraiment d'un champ de bleuets. Là. Puis celui-là, ça, c'est un autre. Celui-là était plus en végétation, on dirait, là, mais vraiment envahi par la fétuque capillaire. Donc, ça,
Ça, c'est en fait, ça vient de Scott White là, à l'université de Dalhousie, mais il a pris des photos, lui, de récolteuses. Là. Dans ce cas-là, c'est des bragues. Les faucheuses aussi, ça transporte toutes sortes de mauvaises herbes. Là, puis c'est vraiment comme ça qui se transmettent, qui se propagent. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Nettoyer les machines. Il faut vraiment laisser ce qui vient du champ, il faut le laisser dans le champ. Il ne faut pas se nettoyer en rentrant dans une autre bleuetière. Il faut nettoyer ça à la sortie du champ. Puis, idéalement, même sur les grandes bleuetières, ça devrait être fait entre chaque transfert de champ. Là. Pas rien qu'au niveau de l'entreprise, mais au niveau des parties de l'entreprise aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaite qu'il soit fait dans toutes les entreprises. J'ai fini pour mon bilan de saison. Je vous parle maintenant d'un programme d'aide financière. On est complètement sur un autre sujet. Je vous amène ailleurs. On m'avait demandé de vous présenter, de vous parler un peu de ce qu'il y avait comme nouveauté au niveau des aides financières. Il n'y en a pas une foule, mais il y en a un qui est quand même très intéressant là, pour ceux qui sont admissibles. C'est le programme, c'est un programme qui découle de l'entente MAPAC Société du Plan Nord. Donc, il y a une action qui est inscrite au niveau du... le PAN, c'est le plan d'action nordique. Puis l'action s'appelle « Développer la production, la transformation et la mise en marché dans les produits, des produits bioalimentaires nordiques ». Le budget est de 4 millions de la Société du Plan Nord, puis le MAPAC a rajouté un 4 millions aussi. Au niveau des objectifs, ils sont très vastes, là, si on veut. Un appui, c'est vraiment pour développer l'agriculture au nord du 49e parallèle, améliorer les pratiques bioalimentaires nordiques par l'acquisition, le développement de connaissances, développement d'activités agrotouristiques, mise en marché de proximité pour faire connaître les produits nordiques, appuyer la diminution de l'impact sur l'environnement. Bon, bref, c'est vaste. Là. C'est rare qu'on voit ça, des programmes comme ça. Là. Des exemples de projets, embauche d'une ressource dédiée au territoire nordique dans un club conseil agricole, acquisition d'équipements de transformation, défrichage et préparation de nouvelles terres, mutualisation de la commercialisation de bleuets pour un regroupement de producteurs. Ça, c'est ce qui a été financé dans la dernière mouture, entre autres sur la Côte-Nord. Donc, il y a un critère qui nous disqualifie en partie, c'est qu'il faut être au nord du 49e parallèle. 49e degré de la latitude nord. Ça, en tout cas, je vais vous le montrer un peu tantôt, mais ce n'est pas tout le monde qui est là. L'aide financière minimale est de 10 000 $, au moins 20 des dépenses admissibles en apport privé. Bon, puis ça peut être quand même des très gros projets. Là. Donc, le 49e parallèle, là, il passe un peu au nord du lac Saint-Jean, si on veut. Mais il y a quand même des municipalités que ça touche. Vous voyez, en fait, là, Girardville est pratiquement coupé en deux là, par le 49e parallèle. Si on trace une ligne sur l'Aréna puis les serres de la courbe Girardville, c'est vraiment là le 49e parallèle. Donc, tout ce qui est en haut de ça, les bleutières sont admissibles. Saint-Eugène d'Argentenay, ça vient chercher quand même une bonne partie des bleutières du territoire. Celui-là, c'est Saint-Stanislas en partie. Notre-Dame-de-Lorette, pratiquement au complet. Donc, si vous êtes situé là, pensez-y. Là, vous avez encore un peu de temps, là, je vous le montre. Là, la mesure a été lancée le 16 décembre. La durée de l'entente est de décembre 2024 à mars 2028. La fin des réceptions de demandes, c'est pour le 31 octobre 2027. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait ma présentation. S'il y a des gens qui ont des questions par rapport au plan Nord, vous pouvez contacter ma collègue Marie-Josée Gravel au bureau à Alma, puis c'est elle qui est en charge du dossier là, pour la région. Elle va pouvoir vous aiguiller. Donc, maintenant, c'est terminé.